Europe 1. Il est 8h12 sur Europe 1. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ministre de l'Action et des Comptes Publics. La colère, oui. L'incivisme, non. Emmanuel Macron a passé du temps à Ganges, hier où il était en déplacement. Il a passé du temps à expliquer que la mauvaise humeur, en gros, devait s'exprimer dans certaines limites. Est-ce que vous trouvez réussi cette tentative du président pour renouer le contact avec les Français depuis lundi ? Le président va sur le terrain, il est au contact. On voit que des Français peuvent l'interpeller sur tous les sujets. Il a eu des échanges, que ce soit en Alsace ou dans l'Hérault, sur notamment le dossier des retraites, mais également sur les questions d'inflation. Moi, je l'ai dit hier, je préfère un président chahuté à un président planqué. Et parfois, j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président. Quand il est à l'Élysée, on considère qu'il faut qu'il aille sur le terrain, et quand il est sur le terrain, on lui reprocherait presque d'y aller et de s'y rendre et de s'exposer à, oui, de la colère. Et l'important, c'est de l'entendre. Le président l'a dit dès son intervention en début de semaine, et puis d'y apporter des réponses. La préfète du département qui prend un arrêté interdisant l'usage de dispositifs sonores portatifs. On comprend qu'il s'agit des casseroles. C'est un peu maladroit, non ? Est-ce que c'était une instruction gouvernementale ? J'en ai absolument aucune idée. C'est pas mes dossiers, par ailleurs, j'y étais pas. Moi, politiquement, ce que je sais, quand même, c'est un peu maladroit. Mais vous avez toujours des conditions de sécurité dans ces cas-là, sur des choses qui peuvent être lancées, etc. Et puis voilà, moi je ne sais pas discuter avec une casserole, je vous avoue. Je sais discuter avec des gens, y compris des gens qui sont en colère. Je pense que l'important à la fin, et on le voit sur les images... Mais vous comprenez la symbolique de cette casserole sur laquelle on tape. Encore une fois, les préfets, ils ont un travail, et les policiers ont un travail difficile pour garantir la sécurité. Quand il y a des événements ou des déplacements comme ceux-là, ils prennent les mesures dont ils estiment qu'elles sont nécessaires pour garantir la sécurité. Encore une fois, il y a des objets qui peuvent servir et autres. Mais encore une fois, l'important, je pense que c'est que l'échange puisse avoir lieu. Personne ne peut nier que des Français en colère peuvent interpeller le président de la République au moment où il se déplace sur le terrain. Mais cette image, tout de même, d'un président tout seul, c'est un peu l'image qui ressort aussi de ce que l'on voit autant à Ganges, hier dans l'Hérault, qu'en Alsace, il y a 2 jours, Gabriel Attal. Mais vous savez, moi je trouve qu'il y a aussi un prisme médiatique parfois. On montre beaucoup, on relaie beaucoup des images de Français en colère qui interpellent le président de la République, et il y en a, parce qu'il y a des Français en colère dans le pays. Il y a aussi heureusement des Français qui l'encouragent et qui parfois même sont pas d'accord avec tout ce qui est porté. Bien sûr, mais en tout cas qui considèrent que le pays va dans la bonne direction. Je le dis parce que je me déplace aussi sur le terrain et on voit à peu près la même chose. Vous avez des Français qui sont... en colère, qui vous interpellent sur différents sujets. D'ailleurs, pas uniquement les retraites. Moi, les Français, quand je me déplace, me parlent beaucoup des questions d'inflation, et notamment les classes moyennes. Ils me parlent aussi beaucoup de la désertification médicale, de la santé. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur le terrain. C'est pour ça qu'on se déplace. On va en parler précisément. Parlons de justement vos dossiers, Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics. Alors justement, parmi les annonces du président, 100 à 230 euros de salaire net en plus par mois pour les enseignants, jusqu'à 500 euros pour ceux qui s'engageront sur une nouvelle mission. Je ne vous demanderai pas si c'est assez ou si c'est insuffisant. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort du discours des enseignants. Mais de votre point de vue, vous qui tenez les cordons de la bourse, si je puis dire, ça va compter combien en finances publiques, ce nouvel effort salarial pour les enseignants ? L'annonce salariale qui a été faite par le président de la République, c'est 3 milliards d'euros par an. Ça avait été budgété, prévu dans la trajectoire pour les années qui viennent, puisque c'était dans le programme de campagne du président de la République. Donc quand je suis arrivé à Bercy il y a un peu moins d'1 an, que j'ai prévu la trajectoire des finances publiques pour 5 ans, évidemment j'ai intégré ces annonces à venir. Donc on a budgété tout ça. Mais donc depuis 1 an, c'est dans les tuyaux. Oui, mais vous demandiez si c'était annoncé pendant la campagne présidentielle. Vous demandiez si c'était trop ou pas assez. C'est nécessaire. Il faut un choc d'attractivité du métier d'enseignant. Est-ce que ça suffira pour rendre le métier attractif ? Alors, je pense que les questions de salaire, de pouvoir d'achat, elles sont importantes. Elles ne font pas tout. Il y a aussi des questions d'organisation, de liberté pédagogique qui sont laissées aux enseignants, d'autorité à l'école. Il y a aussi un enjeu, je le dis, de rapport des familles avec l'école. Parfois, on sent qu'il y a un rapport tendu avec les enseignants, un rapport qui peut être agressif. Donc, c'est un tout. Mais en tout cas, on sait que notamment en début et milieu de carrière... C'est une forme de prime de pénibilité on a un retard par rapport aux pays de l'OCDE, notamment en début et milieu de carrière. Ah bah oui, très nettement. Donc oui, ça fait des mesures importantes de revalorisation salariale pour les enseignants. On veut que le métier attire à nouveau des jeunes qui ont envie de s'engager dans l'enseignement. La rémunération ne fait pas tout, mais elle est importante. Et je vous parlais tout à l'heure de classe moyenne. Les enseignants font partie de cette classe moyenne française, et donc c'est aussi une mesure importante en leur direction. Alors les classes moyennes, ça fait 2 fois que vous en parlez en l'espace de quelques minutes. Gabriel Attal, vous avez annoncé
un plan Marshall pour les classes moyennes. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan Marshall? Alors, quand moi vous me dites ça, j'entends tout de suite, oh là là, déluge d'argent public à venir. Hein. D'abord, c'est tout simplement la poursuite de ce qu'on a engagé depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a fait pour les classes moyennes? On a supprimé la taxe d'habitation. On a supprimé la redevance télé. On a baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. On a augmenté le barème de l'indemnité kilométrique cette année, après l'avoir augmenté l'année dernière. Ça, c'est pour tous les Français qui bossent, qui utilisent leur voiture pour travailler. On a fait une baisse sur le barème de l'impôt sur le revenu de 6 milliards d'euros cette année. Tout ça, c'est des mesures pour les Français qui travaillent. Oui, mais le rendement de la TVA bondit de 9%, et je ne parle pas de la taxe foncière. Les gens ne parlent que de ça. Encore un exemple, les Français qui travaillent, de la classe moyenne, qui doivent faire garder leurs enfants, il y a un crédit d'impôt pour la garde d'enfants. On l'a revalorisé, c'est cette année, là, ça démarre cette année, de 50%. On le passe de 2300 à 3500 euros par an. Ça permet de baisser ses impôts en déclarant ses frais de garde. Donc le plan Marshall, c'est un effort fiscal que fait l'État pour les classes moyennes. Pas uniquement. Je pense que l'accès aux services publics, ce qu'on fait sur l'éducation par exemple, qu'est-ce qu'elles vous disent les classes moyennes aujourd'hui? Elles vous disent, je mets mes enfants dans le public, je paye des impôts pour payer l'éducation nationale. Oui. Et pourtant, je m'interroge parfois de mettre mes enfants dans le privé parce que je ne trouve plus dans le public ce que je cherche pour mes enfants. Et donc quand on prend des mesures comme celles qu'on a évoquées pour revaloriser l'éducation nationale, pour faire en sorte que les enseignants qui sont absents sur une courte durée soient effectivement remplacés, parce qu'une partie des revalorisations seront liées au fait de s'engager dans des nouvelles missions, dont le remplacement de courte durée, vous améliorez l'accès aux services publics pour les Français de classe moyenne qui ne veulent pas avoir le sentiment de payer deux fois, en payant des impôts et en même temps en allant payer ensuite une école privée. Mais vous vous apprêtez à lancer une campagne qui s'appelle « En avoir pour mes impôts ». Les gens aujourd'hui n'ont pas l'impression d'en avoir pour leurs impôts, Gabriel Attal. Oui, c'est pour ça que cette campagne, elle va d'abord permettre, département par département, d'illustrer, de chiffrer concrètement comment est utilisé l'impôt des Français. Combien ça coûte une gare TER, un contournement autoroutier, une prise de sang, une année de lycée pour son enfant, avec aussi des chiffrages au niveau du département de chacun. Quels sont les projets qui ont été financés? Et l'autre volet, c'est une grande consultation ouverte aux Français qui payent l'impôt sur le revenu. J'assume parce qu'il y a une forme symbolique importante à payer l'impôt sur le revenu. Une consultation. Moins d'un contribuable sur deux aujourd'hui. Oui. Et donc je veux leur donner la parole à eux spécifiquement pour donner leur avis à la fois sur l'utilisation qui est faite de leur argent public, de leurs impôts, et en même temps sur l'identification d'économies possibles ou de gabegies qu'ils constateraient, sur lesquels on pourrait agir. Vous allez demander aux Français ce qu'ils pensent de la gestion de l'argent public, comment il devrait être dépensé. Quelles sont les priorités qui pour eux sont les plus importantes, quelles sont les... Mais on va vous dire que tout est prioritaire, la sécurité, la défense, l'école... Justement, ça sera intéressant de le voir. Et par ailleurs, quelles sont aujourd'hui des politiques publiques qui sont financées, qui devraient l'être moins. Je pense que c'est important de donner la parole aux Français sur ce sujet. Donc très concrètement... Mais c'est le retour du ras-le-bol fiscal là, que vous devancez d'une certaine manière. Je ne crois pas, puisqu'on a baissé les impôts de 25 milliards d'euros pour les contribuables depuis 2017. Le bol fiscal, je vous rappelle, c'était après des augmentations d'impôts, la suppression du quotient familial qui avait été décidée dans le quinquennat de François Hollande. On a fait l'inverse. On a baissé les impôts depuis 2017. La taxe foncière, alors je sais que c'est pas vous, mais la taxe foncière, ce sont les collectivités qui le décident. Ah bah oui, mais pour les gens, si vous voulez, c'est la même chose. Je suis d'accord. Nous, de notre côté, on a supprimé la taxe d'habitation. On a supprimé la redevance télé qui était payée aussi par des dizaines de millions de Français. L'État a fait sa part aux collectivités locales de prendre la leur, si je vous ai bien suivi. Et vous avez des collectivités locales qui n'augmentent pas la taxe foncière. Il y en a, parce qu'elles considèrent qu'elles ont d'autres leviers pour faire des économies ou avoir des recettes supplémentaires. On va poursuivre toute cette action. Et on va la poursuivre aussi sur la question de la rémunération du travail. Le président de la République l'a dit, les partenaires sociaux vont travailler sans limite et sans tabou pour trouver des accords qui permettent de revaloriser les salaires. Gabriel Attal, vous êtes l'invité d'Europe 1 ce matin. Bruno Le Maire a annoncé mardi le déploiement imminent d'un plan de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Alors vous allez être très attendu parce que ces deux fraudes provoquent un fort sentiment d'injustice chez les Français. Disons que la fraude fiscale plutôt à gauche, la fraude sociale plutôt à droite. Est-ce que peut-être on peut d'abord se mettre d'accord sur des montants approximativement précis, si je puis dire? On a des montants et des... Parce que par définition, la fraude, on ne sait pas. Hein. C'est un continent si on savait parfaitement et exactement combien il y avait de fraude, on saurait où elle est et on saurait aller la récupérer. On a des estimations sur certains impôts. Je vous donne un exemple, fraude à la TVA. L'INSEE a réalisé une étude assez poussée qui estime autour de 20 milliards d'euros par an la fraude à la TVA. Donc on peut recouvrer beaucoup plus. Sur la fraude aux cotisations sociales,
cotisation des entreprises, on l'estime autour de 8 milliards d'euros. Oui. Là aussi, on peut aller beaucoup plus loin. On en recouvre autour de 800 millions par an. Ça a doublé en 10 ans, mais on peut aller plus loin. Vous pensez réussir là où tant de ministres avant vous ont échoué? Alors Bruno Le Maire a dévoilé parmi les mesures envisagées d'empêcher les transferts d'allocations vers des comptes domiciliés à l'étranger. Alors, c'est acté ça? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du 1er juillet prochain, il n'y aura plus de versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires extra-européens, sur des comptes bancaires étrangers hors Union européenne. C'est notamment parce que les banques européennes nous garantissent beaucoup mieux l'identité de la personne qu'il y a derrière le compte que certains comptes bancaires à l'étranger. Donc à compter du 1er juillet, fin des versements d'allocations sociales sur les comptes bancaires étrangers. C'est une mesure qui est importante. Moi, je souhaite par ailleurs qu'on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France, résidence sur l'année. Aujourd'hui, pour toucher votre minimum vieillesse ou vos allocations familiales, il faut passer 6 mois de l'année en France. Pour toucher ces APL, c'est 8 mois de l'année en France. Donc tout ça, c'est nouveau à partir du 1er juillet, vous nous dites, Gabriel Attal? Alors sur le versement à l'étranger, c'est 1er juillet. Oui. Sur la condition de résidence, ça sera à compter de 2024. Moi, je souhaite qu'on relève la condition de résidence sur l'année, qu'on passe tout à 9 mois pour bénéficier des allocations sociales. Je veux aussi agir avec force sur la question de la fraude fiscale. Parce que la réalité, c'est que vous avez d'un côté la gauche qui ne parle que de la fraude fiscale et de l'autre, la droite qui ne parle que de la fraude sociale. Moi, j'ai mis tout ce monde dans une salle. J'ai demandé à tous les groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat d'envoyer un représentant pour qu'on travaille ensemble à des mesures. Pendant plusieurs mois, on a travaillé avec eux. Je me suis déplacé à l'étranger, voir comment faisaient d'autres pays européens, et y compris aux États-Unis. J'ai travaillé avec des experts. Donc, je peux vous dire qu'on a maintenant des mesures assez fortes qui doivent nous permettre d'être beaucoup plus efficaces sur la fraude d'en haut et la fraude d'en bas. Parce qu'entre les deux, il y a qui ? Il y a ces fameuses classes moyennes qui travaillent, qui payent leurs impôts. Et 1 euro soustrait à la solidarité nationale, aux impôts, c'est de l'argent en moins pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour nos enseignants. C'est de l'État qui recule. Et moi, je veux réaffirmer cette autorité de l'État, les moyens de l'État, pour être capable de protéger les Français. On en est où aujourd'hui en matière de gestion des comptes publics, Gabriel Attal? Est-ce qu'on ouvre les vannes ou est-ce que c'est le retour de la rigueur? Je vous avoue que j'en perds un peu mon latin parce que d'un côté, on voit que vous êtes extrêmement volontariste sur la réduction de la dette. Vous avez présenté avec Bruno Le Maire hier le programme de stabilité à l'horizon 2027, c'est-à-dire cette trajectoire budgétaire avec des engagements forts sur la réduction de la dette et du déficit. Et puis de l'autre, on voit quand même que, eh bien voilà, 3 milliards, vous l'avez dit, par exemple pour les enseignants, revalorisation des bourses étudiantes, etc., etc. Donc on a l'impression quand même d'une persistance du quoi qu'il en coûte, dans une forme un peu dégradée, certes, mais tout de même. On fait des choix. Oui. Vous savez, on a annoncé, vous l'avez dit, des moyens en plus pour payer les enseignants ou pour les bourses étudiantes. Je ne vous fais pas la liste de toutes les demandes budgétaires qui me sont faites par d'autres collègues du gouvernement. Vous dites qu'on souvent refuse. Non. Bien sûr, Oui. c'est un peu l'essentiel de mon temps, malheureusement. J'aimerais pouvoir dire oui davantage, mais on fait des choix budgétaires. Et par ailleurs, on fait un choix qui est celui effectivement de réduire la part de notre dépense publique dans la richesse nationale à horizon 2027. On le fait depuis le quoi qu'il en coûte. Le déficit en 2020, c'était 9%. Déficit en 2021, 6,5%. Le déficit l'année dernière, 2022, 4,7%. Ça baisse chaque année. Et on veut le ramener. Vous ne mettez pas la dépense publique. Et on veut le ramener sous les 3% en 2027. Oui. La dépense publique, si vous voulez que je donne. On est presque à 60%, chiffre, je veux dire. Ouais, et plus 10 points en l'espace de 20 ans. On prévoit de la ramener à 53,5% en 2027. Et effectivement, ça nécessite de faire des choix. On fait des choix. Mais, donc c'est le retour de la rigueur ou pas, Gabriel Attal? C'est du sérieux. Une rigueur sélective? C'est du sérieux budgétaire. On veut bien gérer l'argent des Français avec une règle que je pense que tout le monde peut comprendre. On veut que la progression de nos dépenses soit conforme à la progression de nos recettes. Voilà. On veut avoir des recettes supplémentaires et avec une économie qui est repartie, une croissance qui a été locomotive en Europe, un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans, on a des recettes supplémentaires. Mais il faut aussi faire des économies et c'est ce qu'on conduit avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a dit hier, lors de la présentation du programme de stabilité, soit on réduit la dette aujourd'hui, soit les impôts demain. Oui. C'est clair, hein? Mais c'est clair. Et donc vous n'excluez pas des hausses d'impôts d'ici 2027? Ah non, on l'a dit, on n'augmentera pas les impôts. Oui. Et ce que je vous dis, c'est que si on n'est pas sérieux aujourd'hui, pour de futures majorités, de futurs gouvernements, il n'y aura pas d'autre choix que d'augmenter les impôts. Je vais vous donner un chiffre. Notre dette, elle va nous coûter
10 milliards de plus, donc 70 milliards de taux d'intérêt en 2027 à cause de la remontée des taux. Les taux d'intérêt, depuis que j'ai été nommé à Bercy, ils ont triplé. On empruntait autour de 1% quand j'ai été nommé au printemps dernier. On est aujourd'hui à 3%. Ce qui fait que notre dette nous coûte plus cher. Donc oui, on doit faire des efforts pour désendetter la France. C'est aussi un enjeu de liberté et d'indépendance dans notre pays. Moi, je n'ai pas envie qu'on dépende des marchés financiers pour les choix budgétaires qu'on est amené à faire. Merci Gabriel Attal. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics était l'invité d'Europe 1 Matin. Merci à vous.